bruit de pas. Ouais. La passion des sons, des sons un peu pourris, des sons imparfaits. Il n'y a aucun bon synthé là-dedans. Ouais, j'arrive à court. Ouais. C'est du bon bois, hein. Au fil des années, surtout en ayant travaillé avec les autistes, je me suis rendu compte que mon rapport au sensoriel et au son était particulier. Et qu'en fait, j'étais vraiment assez étonné de comprendre que beaucoup d'autistes n'étaient pas très loin dans leur rapport au son sensoriel. Et je sais que je suis pas autiste, hein, mais il y a un truc dans mon plaisir du son qui est peut-être commun à certains des jeunes que je rencontre. Dans les débuts de Cheveux, il y avait un truc vraiment très libératoire et bourrin. J'essaye de retrouver ce côté ventral et vraiment essentiel des tripes dans tous les projets musicaux que j'enchaîne, tu vois, que ce soit auprès des taulards, des gars de foyers d'hébergement d'urgence, j'en passe, quoi. Mes premiers souvenirs musicaux, maintenant que je traduis ça comme ça, c'était de trifouiller dans le grenier de ma grand-mère une vieille télévision avec une fourchette à la place de l'antenne, et ça faisait des parasites, et pendant des heures je m'amusais à tourner doucement les boutons, et ça faisait des sortes de crépitements à l'écran, et puis des pshh, pshh, et je trouve ça super cool. La musique, elle est là pour te permettre d'évacuer déjà, et ensuite de faire un truc qui va être ultra juste. Comprendre que la musique, elle est là avant le langage, avant la complexité de mettre en ordre ses idées. La première fois que j'ai vu Cheveux, c'était dans un squat. Et en gros, je crois qu'il y avait quelques machines qui étaient sur un échafaudage ou un escabeau. David était torse nu ou en slip, et il avait genre au feutre, au marqueur, des yeux partout sur lui. Et il faisait vraiment n'importe quoi. Antoine! C'est marrant comment ça va loin la musique, comment t'oserais jamais, ne serait-ce que dire des trucs aussi cons que ce que tu peux faire en musique. Je l'ai invité dans mon institution. Et pour la kermesse, à côté du chamboule-tour, on avait une table où on avait mis 3-4 synthés, quelques pédales, un micro avec de l'écho. Et les mecs donnaient un ticket, comme au chamboule-tout, pour venir faire 5 minutes de noise. J'ai tenu le stand avec David. Puis il m'avait dit « Ah, ça m'amuserait vraiment d'essayer de montrer un truc ». Et puis c'est comme ça qu'est né Atelier Méditerranée, qui est devenu Brut Pop, quoi. Les handicapés, ils sont clairement cachés dans notre société. C'est qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Dans une société meilleure, les handicapés n'auront pas la place qu'ils ont aujourd'hui. Ça fait 6 ans qu'on travaille à faire des ateliers musicaux, et on pense que la musique c'est un vecteur, que sortir c'est un vecteur, que d'en parler c'est un vecteur pour contribuer à changer un petit peu le regard sur la folie, entre guillemets, quoi. Pour appréhender le handicap, tu vois, qui est une question sensible dans notre société, je pense que l'angle artistique simplifie à fond le chemin qu'il faut faire pour comprendre que les handicapés sont des gens intéressants avec qui tu gagnes à parler.
pas. Dans nos interventions, on a toutes sortes de pathologies, de handicaps mentaux. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on reste dans des problématiques de handicap mental. Prends-le, le micro, comme ça. Hé ouais, regarde, il faut bien le prendre. Hé Parce que tu vois, regarde, je te montre. Et là, si je le mets là, on n'entend plus. Si je le mets là, on entend bien. Et Là. Donc il faut bien le tenir. Il faut bien le tenir. Le pied, le fond. Comment Ah, ça va. Regarde, prends-le. Ouais. Allez. On reçoit 3 patients de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est la grosse structure psychiatrique lyonnaise. Et donc ces 3 patients, en fait, viennent 2 heures par jour sur la semaine, avec l'idée d'explorer un peu tous les protos qu'on met à leur disposition. Regarde, tu peux essayer un autre. Regarde, derrière. Ouais, vas-y. Faut tourner les boutons ou mettre la main dessus. Regarde, c'est plus haut, la hauteur. Tu peux tourner dans l'autre sens maintenant. Attends, regarde. Quand David et Antoine sont venus me présenter leur projet, ce qu'ils voulaient faire, c'est vrai que c'était tellement ce que j'espérais, que j'attendais, même si je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait, j'étais partant. Et que du coup aussi, l'équipe était partante. Parce que c'est vrai que c'était expérimental, mais en même temps, ils ont de l'expérience dans l'expérimental. Donc ils sont aussi de convaincre. Et puis c'est vrai qu'ici, face aux patients qu'on a, qui sont extrêmement déficitaires, beaucoup ne parlent même pas, il faut qu'on soit très créatif pour pouvoir arriver à les comprendre, pour arriver un minimum à se faire comprendre d'eux. Comment vous avez fait le choix de ceux qui allaient dans notre atelier? Est-ce qu'il y a eu une grille de sélection ou est-ce que... C'est Posez la question. C'est suite à ce que vous avez proposé, hein, qui était un atelier sonore basé donc sur des sons. Et comment les patients allaient percevoir ça. Denis, c'est quelqu'un qui se frappe souvent les oreilles, très probablement à un moment où il se sent complètement démantelé pour retrouver une certaine unité. Ça paraît très violent et très barbare, et c'est ce qui lui permet probablement de tenir. Et je me disais que lui, c'est certainement celui pour lequel je le voyais le plus dans cet atelier. Seb, il aime beaucoup la musique très forte. Je voulais savoir un petit peu comment il allait, lui, participer à créer quelque chose. Christophe, lui, il est plutôt de la reproduction de quelque chose qu'on lui montrera. Où il va chanter des chansons qu'il connaît bien. Mais c'était aussi voir comment il allait être confronté à des choses qu'il ne connaît pas, à quelque chose d'extraordinaire, en quelque sorte pour lui. On essaye encore d'autres trucs? Quoi? Parce que c'est pas fini, hein. Hop. Tiens, remarque. T'as déjà fait de la guitare? Les guitares, elles sont ici. Tous les deux. Ouais, c'est bien. Moi, ça m'a relaxé ce truc. Bah oui. Je veux chanter. Hein. Ouais. Fini. Fini jusqu'à demain. Toi, alors t'es un chanteur en fait. C'est ça ton truc. Denis, c'est un bassiste, toi t'es un chanteur. Ouais. Et puis lui, il fait très bien du stylophone. Et lui aussi. Hein. Toi aussi. Denis, oui. Denis, il fait bien la basse, je trouve. Tu fais de la musique à l'hôpital des fois? Il y a des instruments de musique? Non. Et il y a la fête des fois? Oui. Tu fais la queue? Ah oui. T'as l'air de bien aimer la fête, hein. Faut aller. Donnez, pas lancer. Donnez. Merci.
Merci. Merci. Les bonnes monsieur, c'est moustache. Moustache barbu. C'est la mode. On est confronté à une infinité de cas particuliers. Il faut que les solutions instrumentales qu'on propose soient extrêmement versatiles. Et on s'est dit, mais si on avait des instruments plus simples, ça marcherait du tonnerre. Et donc on a juste voulu fabriquer des instruments qui favorisent l'intuitivité. Et c'est aussi tout l'intérêt de bosser avec l'univers des Fab Labs. On a fait une résidence à Cray dans un Fab Lab qui est plutôt bien équipé. Et l'idée, c'était de fabriquer des guitares électriques, mais avec des matériaux assez pauvres. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'avec une planche à 50 €, on peut fabriquer 10 guitares ? Dans le top électro. Nous sommes classés numéro 1. Marquez les petits grattoirs, on va vous éclater. Un Fab Lab, c'est un concept en fait qui est né aux États-Unis. C'est issu du MIT, c'est l'Institut de technologie du Massachusetts. Et ça repose sur une charte de fonctionnement et sur un parc machine. Et le parc machine est quelque chose d'important, enfin la liste des machines, puisque du coup c'est un réseau mondial. Il y a plus de 500 Fab Labs dans le monde aujourd'hui. Et l'intérêt de ce parc machine, c'est qu'on peut trouver une solution à créer et réaliser la pièce à Mexico, en Chine ou ailleurs. Voilà, donc c'est aussi un lieu qui est basé sur des principes d'échange, de coopération, de collaboration entre les différents Fab Labs et entre les personnes qui viennent utiliser le lieu. Nous, dans le Fab Lab, on est sûrement les moins qualifiés. Nous, justement, on incarne vraiment l'idée de ce qu'on peut faire en Fab Lab. C'est l'idée du faire soi-même, du faire ensemble. Et ici, tout le monde est ultra motivé parce qu'il y a des défis techniques, parce qu'il y a des défis économiques, parce que c'est des instruments qui vont servir la semaine prochaine avec des personnes en situation de handicap et tout. Il y a une vraie excitation. Puis moi, en tant que bidouilleur sonore et tout, pour moi, c'est même en dehors de ma pratique d'intervenant, c'est le rêve d'avoir une guitare à 10 €, quoi. Bien, bien. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve chez les gros maîtres de la guitare expérimentale. C'est ce truc de garder le tempo un peu en l'air pour arriver à faire la frappe vraiment au bon moment. C'était un des trucs qui ressortait avec le groupe de Lyon, tu vois. C'est des espèces de trucs comme ça, de rythmique. La première idée, c'était de faire des ateliers de musique, mais de faire des ateliers de musique avec un disque au bout, et un disque qu'on distribuerait comme n'importe quel disque. Et l'idée, c'était un truc d'inscription sociale, et de dire que on est un vrai groupe, on existe, on sort des disques, et on les met sur Internet, on les met dans des disquaires. Le principe, c'est qu'on enregistre les ateliers au long cours, c'est-à-dire qu'en général, on laisse tourner la bande, et qu'après, on revient dans ce qu'on a enregistré, on essaye de sélectionner des passages qui, pour nous, font sens.
Donc là, on retrouve ce qui est souvent notre manière de faire des disques, c'est-à-dire qu'on récolte aussi de la matière graphique dans les ateliers. On essaye de faire un truc cohérent entre les morceaux à l'intérieur du disque et la pochette. C'est comme une carte de visite pour nous, les disques. On les distribue, on les vend pour des prix symboliques, mais ça fait partie de ce qui reste, en fait. C'est la trace. Pour nous, c'est important. Ce qu'on ne fait pas d'habitude dans nos ateliers, c'est qu'on est on était à la fois sur de l'actif et du passif. C'est-à-dire que vu qu'on exploitait l'espace d'exposition dans lequel on avait mis aussi des installations dans lesquelles on recevait du son et on n'était pas nécessairement acteur, les participants de l'atelier allaient d'un truc à l'autre. On était à la fois dans des trucs de réception sonore où on était vraiment dans la vibration, dans le truc, et où aussi on pouvait se lever et aller jouer sur de l'impact et du gras musical. Ça, c'est une installation de Vivian Grésini, qui est un infirmier psy qui est en même temps infirmier et en même temps arch-noiseux. Lui, il a des publics assez difficiles et qui, lui, fait vachement d'observations sur à quel point ça marche, justement, le son fort, le son brut. En tout cas, à titre personnel, ce qui se passait, je trouvais un gros apaisement à faire ce genre de son, quoi, à être enveloppé de sonorités brutes qui couvrent tout le spectre auditif, quelque chose de vraiment décousu, de massif. Voilà, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans la détente, dans la compréhension de beaucoup de choses, dans la méditation aussi, dans une certaine forme. Et l'expérience, ça a été de me dire, ce que ça me provoque à moi, pourquoi ça ne le provoquerait pas à l'autre en face, avec toutes ces problématiques, avec sa vision du monde qui est différente, avec la maladie qui est là, pourquoi ça ne pourrait pas se transposer chez lui. Disons que l'idée de base sur laquelle je suis parti, c'est des personnes donc, qui étaient très souvent contenues. Et je me suis dit, est-ce que cette fonction de contention, la contenance, est-ce qu'on ne peut pas la travailler autrement qu'avec des sangles ? Et c'est pour ça que j'ai amené ça au médecin en lui disant, voilà, ce type de son, c'est vraiment très contenant, c'est du son qui est plein, et au niveau du spectre auditif, c'est rempli. Est-ce que de les immerger dans cet univers-là, ça ne pourrait pas faire recréer la contenance dont ils ont si besoin? Et de se passer petit à petit des sangles. Et au bout de là, ça fait 4 ans qu'on fait cette activité toutes les semaines, et c'est vrai que maintenant, c'est des gens qui sont quasiment plus contenus. On a rencontré Vivian ce matin, non? Je sais pas, vous regardez avec son travail avec intérêt? C'est vrai que j'aimerais bien le faire intervenir ici parce que ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais bien, s'il pouvait intervenir ici de manière très régulière, sur un certain temps, c'est aussi d'en faire de la recherche. Il y a la musicothérapie à proprement parler, mais comment on évalue ces ateliers sonores, parce que c'est des sons plutôt bruts quand même. Ouais. Mais je pense que c'est aussi parce que ce sont des sons qui sont bruts que du coup ça parle aux patients. Pour des personnes qui ont besoin de décharger, parce qu'il y a des moments où il faut que ça décharge parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui va exploser parce qu'il n'y a plus rien qui tient, d'avoir des vibrations sonores, c'est quelque chose qui, au contraire, répare. C'est très délicat d'intervenir dans les hôpitaux psychiatriques, a fortiori dans des vieilles structures comme celle de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu.
Et grâce à des gens comme le docteur Levanuy, même si on sentait qu'on était sur le fil, une fois qu'on a montré patte blanche, qu'ils ont validé un peu les idées qu'on allait leur proposer, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire avancer des idées dans des milieux où il y a quand même une résistance au changement. C'est pas évident, quoi. Les hommes ne descendent pas des singes, mais plutôt des moutons. Les hommes ne descendent pas des singes, mais plutôt des moutons. Un ami à nous, qui est un jeune collectionneur d'art brut, nous a introduit dans une institution belge qui s'appelle la S. C'est un vrai lieu de création pour les personnes en situation de handicap, où on se fout pas d'eux, où il y a des moyens, où on fait des vrais projets, où on les prend pas pour des idiots. C'est un peu, je pense, l'institution rêvée, quoi, pour les personnes en situation de handicap. On s'est tous croisés. Non, j'ai dû reculer, moi, parce que Tu peux essayer? Est-ce que tu arrives à bouger ça? Eh ben ouais, eh ben vas-y, gratte. Regarde. C'est le même Et principe. tu peux même, parce que là il est un peu grand, donc il tourne un peu. Mais en fait, si on met un plus court... Parce que moi je le fais jouer aussi avec un bottleneck, mais galère. Pour le coup, des gars qui sont justement, tu vois, qui auraient du mal avec une vraie basse, ou, Ouais. et bah avec ça, ils Ouais, parce que déboîtent, moi, en quoi. fait, tu sais, j'ai acheté donnent ça juste quand ce j'ai qu'il commencé faut, mes quoi. ateliers, j'ai acheté une basse et tout, là, à 60 € et tout, là, chez Music Store et tout. Ouais. Bah, J'arrive à rien, quoi. C'est lourd, il faut la Ouais, pincer. puis même, ouais, voilà, c'est pas... En fait, même il en faut tapant laisser dessus et tout, c'est même pas agréable, parce que voilà, tu... Bah, le truc, quand c'est que t'as ça tendance à marche. taper trop fort, alors ça touche le bois, donc ça t'as pas le son. Et ici, c'est fait pour, donc c'est carrément, c'est nettement mieux, c'est nettement mieux. Mais là, on pourrait lui faire un truc où il coince le doigt, tu vois. Et Et donc on peut après faire un truc. Là, pour l'instant, c'est vraiment, tu sais, juste au fil de fer. Mais si on fait une bonne pièce, Ouais. et bah après, t'as juste... Ouais, ça c'est Et, vraiment et bien. soit, par exemple, tu vois, tu peux la jouer comme ça, ou tu peux faire des trucs comme ça, mais même juste... Juste changer que les accords, carrément, ouais. C'est délire. Alors, on a fait aussi des kalimbas comme ça. Ah ouais, ça... Et celui-là, c'est basse. Ça, c'est un synthé. À la base, tu vois, c'est celui-là, Ouais, ok. en tout petit. Et sauf que le problème, c'est qu'il était trop petit, Oui, on bien pouvait sûr, pas. c'est super chiant, ouais. Et donc, on l'a fait en plus gros. Ok. Le même. Ouais, l'objet est magnifique. Hein. Ouais, ils sont cool. Ouais. Mais et le son, celui-là... Ouais, mais on va approcher, non? Ouais. C'est... Ici. Putain.
Il est hyper bien, On est plus parti sur le hip-hop parce que nous, on était basé plus hip-hop et tout, et qu'il y avait 2 jeunes trisomiques qui tchatchaient hip-hop comme des fous. On s'est dit, bon, on va monter alors un petit projet qui s'appelle Schulers Division avec ces 2 gars-là, quoi. Et c'est à partir, ça fait 1 an et demi, un truc comme ça, je crois, qu'on commence à travailler sérieusement sur ce projet-là. Qu'est-ce qui te plaît de faire la musique avec des handicapés? Écoute, c'est un truc que je ne retrouve pas chez les musiciens non handicapés, c'est le côté spontanéité, quoi, que je trouve plus. Que j'ai eu en fait en tant que jeune, dans les groupes garage et tout, j'ai kiffé, on faisait des pauvres scènes dans les cafés et tout, et c'était tout spontané, en fait, tu jouais pour les tickets et tout, c'était super sympa. Tickets boisson, bien sûr. Et après, quand je me suis tapé une école de musique, j'ai plus retrouvé ça. Tout le monde était angoissé de la vie, il fallait faire comme il faut, si tu recommençais 50 fois le même truc et tout, et moi, ça je pouvais pas, quoi. Alors, le fait d'être avec les personnes handicapées, il y a toujours ce côté où ce sera toujours... on ne sait pas, en fait, ce qui va se passer. On sait plus ou moins ce qui devrait se passer, mais en live, c'est surprise. Allez, on travaille ici. Dernière fois, Fifi, laisse des pauses aussi. Je te débarre. Hop. Et pas. Non, un peu plus long. Merde, je sais pas le chanter en même temps. Je débarque, je le pas. Patience, je pas patient. Allez, La guerre, je le pas. c'est ça. Mais noir, je ne veux plus. Tu vois, Fifi, tu vois, c'est ça qui est des blancs, quoi. Oui, ok. Mais moi, je pense que, en fait, le fait de jouer avec eux ou d'influencer musicalement, ça ne détruit pas leur côté brut ni spontané. Hein. Au contraire, ça ne les amène que plus loin, en fait, parce qu'ils entendent un truc, ah putain, il y a peut-être moyen. Et donc, eux vont vouloir essayer de refaire la même chose, sauf que ce sera toujours à leur façon, et c'est ça qui va tout déboîter. On est quand même dans une mise en danger, que ce soit de la personne handicapée et du musicien aussi. C'est à nous de faire attention à ça aussi, quoi, de ne pas les mettre dans des positions d'échec. Tu ne peux pas, quoi. Et que ce soit noisy ou jazzy, classique, pour moi, c'est le même combat. On doit montrer à la personne handicapée qu'elle est au taquet, qu'elle sait très bien ce qu'elle vient faire et qu'on vient voir et entendre en même temps, quoi. La musique des personnes handicapées, pour moi, c'est voir et entendre. C'est vraiment... c'est lié pour moi. Moi, j'estime que mon travail, c'est d'offrir à mes artistes un maximum d'opportunités, de rencontres, de choses auxquelles ils n'ont pas accès par leur handicap. Je me dis toujours, quand un jeune choisit de faire une école d'art, il choisit son école, il choisit ses potes, il choisit son collectif d'artistes. Après, voilà, il va choisir la filière, les rencontres qu'il fait, les galeries. Ici, ils ont accès à rien de tout ça. Donc moi, mon rôle, c'est chaque fois de leur apporter un maximum de contacts et de projets. Après, libre à eux de choisir de le faire ou pas. Mais en tout cas, ça partait de cette idée-là que, puisqu'on avait des espaces, on avait des infrastructures, ben, c'était chouette d'inviter des artistes à venir ici. Et les projets de mixité ont démarré comme ça à ce moment-là. Alors Irène, là, tu vois, elle est en train de faire des panneaux. Elle refait une interprétation de l'agneau mystique pour le projet de religion. Donc elle travaille sur plusieurs panneaux à la fois. Donc ça, elle fait ça en collaboration avec Patrick. Alors, et de gros loulou, hein, Léon, qui du coup a laissé sa place parce qu'Irène prend beaucoup de place, hein, ouais. C'est faire la peinture à côté. Ils sont chouettes, hein, j'avais pas encore vu moi ça, Pascal. On va faire des vitraux. Je vous avais déjà raconté qu'à l'embobineuse, ils avaient installé un tatoueur pendant le concert des Schulers quand on a fait l'expo L'Armée secrète. Et il y en a un, moi je l'ai vu en live, qui se faisait tatouer un flingue comme ça, dessiné par Pascal. Et alors j'avais fait des photos et sa mère, elle hallucinait, quoi. Elle dit, oh, mince alors, dessin de mon fils, quoi. Attends. C'est le modèle de la Sainte Frite. Dominique, elle a redessiné au fusain. On reste belge quoi qu'il arrive. Hein. L'AS, ce qui est intéressant, c'est que c'est porté en particulier par ce personnage qui est Anne-Françoise, qui pour nous est vraiment tout en haut des gens qui font avancer la question en Europe, voire dans le monde. C'est quelqu'un qui a compris ce dont avaient besoin des artistes handicapés pour avoir des bonnes conditions de travail. C'est des ateliers qui produisent des œuvres de qualité. Et Marcel Schmitt qui travaille pour Frandisco, donc qui part la semaine prochaine. Oui. Qui a fabriqué un hôpital là, dernièrement. Et là au-dessus, c'était son costume de carnaval. Il s'était déguisé en cornet de frites.
Vous travaillez quand même à partir des préférences, des goûts particuliers de chacun des gens qui viennent dans les ateliers. Vous essayez de définir c'est quoi leur affinité, leur préférence. Ah mais ça c'est le cœur du sujet, quoi. Tout se fait toujours, enfin en tout cas un maximum de fois, vraiment de partir de ce que eux font et de ce qu'on peut observer, de ce qu'ils aiment. Il faut tout le temps qu'il y ait des influences mutuelles, parce que voilà, si on doit juste se mettre au service de leur référence à eux, on va vite être bloqué. Et leurs références à eux, elles ont été conditionnées aussi par les discriminations positives ou l'infantilisation dont ils sont victimes depuis toujours. Et donc on va leur passer des trucs un peu débiles dans les foyers. Ils connaissent que ça. Donc à nous aussi de leur montrer d'autres types de musique, quoi. Et les Schulers, c'est vrai que c'est un peu pour ça aussi que c'est assez éclectique, parce que t'en as un qui aime le jazz, l'autre qui aime le hip-hop, l'autre qui aime le hardcore. Donc il faut essayer de trouver un peu le... Mais il y a des influences, ça c'est évident. Michael Jackson, il est mort. Michael Jackson, il est mort. Et Michael Jackson, c'est moi. C'est toi, tu es le nouveau Michael Jackson. Oui. Plus, il y a de nouvelles chaussures. Une nouvelle chaussure. Ah, ce soir tu mets ça avec? Bah dis donc. Oui. Blanc et noir. Oh! Hyper bien. Voilà. Nouveau Michael Jackson. Oui. C'est chaud. Chaud comme un frite. C'est chaud comme une frite. On va faire un vrai fer. Et on mange ce paquet de choux. Ouais. On te suit tout le buffet. On va tout péter. Ouais. Et tout péter. Soir. Du bas. C'est du bas. Cassoué. Je l'ai que des rats, Toto. Pour ce que je ne pas. Pour voilà. Tout toujours ici. Je ne regarde pas où aller. Bordel. Pardon, je n'ai pas où Mais ça va, c'est bon. Ah, Franck, je vous emmène une musique avec la grosse batterie. Voilà ça. Franck, tu mets s'il te plaît. Radio Libertaire, Radio Tisto 89.4. C'est l'émission Radio Tisto qui reprend, c'est la première depuis la rentrée. L'émission des jeunes de l'hôpital Le Jour d'Antony qui ont monté un groupe qui s'appelle les Harris. Et là, cette émission donc, va vous parler d'un concert qu'on fait le 29 septembre, c'est-à-dire mardi prochain, aux Instants Chavirés, puisque les Harris, les jeunes qui animent cette émission de radio, travaillent depuis une bonne année et demie sur leur album. Et on a prévu donc la sortie de cet album, donc, qui vient de nous arriver, un très beau vinyle Gatefold, et un CD qui nous sommes en train de... Les pochettes, nous sommes en train de les faire customiser par les jeunes de l'hôpital Le Jour d'Antony. Sinon, les Harris. C'est bien vous, c'est ça. Et ben donc vous sortez un album qui s'appelle... Les Harris. Comment elle s'appelle la femme là-bas, Julien? Ah bah, non, mais je connais pas son nom. Très bonne transition. On va faire un tour de table et tout le monde va se présenter. Quentin, présente-toi en premier. Ouais.
Je sais, qu'est-ce que vous faites ici à la radio? Les Harris, c'est à la fois une émission de radio qui s'appelle Radio Tisto et un groupe de musique qui bosse avec un duo composé de Julien Bancillon, qui est à la fois psychologue et musicien, et de Franck de Kengo, qui est lui aussi musicien, disquaire, qui s'occupe d'un festival qui s'appelle Sonic Protest à Paris. C'est peut-être un truc qu'ils ont chopé à la radio, c'est-à-dire que ça met très en avant les personnalités de chacun des participants, aussi parce que les participants sont des gars ultra loquaces avec des personnalités géniales et attachantes. Je te vois rigoler, Antoine, je te préviens. Je te mets dehors tout seul, Antoine. Moi, tu vas faire toute la journée là-haut chez Caroline. Je t'aurais prévenu. Tu veux monter là-haut chez Caroline, te calmer là? Je suis désolé de rigoler, Quentin, mais tu me fais beaucoup rigoler quand même. Tu vas monter là-haut chez Caroline, te calmer. Je commence à en avoir ras-le-bol, moi. Les jeunes qui sont dans les Harris, ils sont à l'inverse du stéréotype qu'on a des autistes. C'est clair que ces jeunes ont des difficultés, mais qu'est-ce qu'ils sont marrants. Je trouve que ce que proposent Julien et Franck, c'est un espace où ils s'accomplissent. On les laisse être ce qu'ils sont, quoi. Ouais, Antoine. Il sort encore. Mais moi je dis un jour tu vas te faire virer des Harris. Ouais, Quentin, D'accord. tu sais, il y a plein de prétendants. Hein. D'accord. Si tu veux rester dans le groupe, D'accord. tu vois. Ouais. Et Antoine qui veut venir avec les Harris, il est pas à prendre ta place. Hein. Non, il n'a pas intérêt. Tu es un peu fou. Bon, alors on va partir en séjour. On part en séjour. C'est un séjour qui s'appelle une tournée. Moi, j'ai content, Julien, je vraiment, hein, j'ai content. Donc on va partir à 2 voitures. Ah, Franck, t'as pas quoi? Je suis très content aussi. C'est une sacrée aventure. On va aller en Belgique et aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, oui. On fait la Belgique et Pays-Bas. On va rester 3 jours à Rotterdam. Ça va durer combien de jours la tournée? Ça va durer 10 jours. 6 jours, ça fait une semaine. 10 jours. Ça fait un tout petit peu plus d'une semaine. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on va partir avec la valise. On va aller à Lille. Écoutez, on va aller à Lille et là, on va défaire notre valise. À Lille, on va rester 2 nuits. 2 nuits, c'est ça, Julien? Voilà, et là, on va refaire la valise. C'est ça le truc. C'est refaire la valise, tu vois. Les Harris partent en tournée et on se rend peut-être pas bien compte, mais c'est un espèce de petit miracle logistique, en même temps qu'une petite victoire sur le monde de la musique aussi, d'arriver à faire passer le message suffisamment bien pour que ça intéresse suffisamment de gens. C'est pas rien. Pour avoir vécu ce que c'est qu'une tournée de groupe de rock, avec à quel point c'est épuisant et tout ça, quand on fait tourner un groupe d'handicapés, c'est pas rien. C'est une expérience qu'on partage avec eux, c'est aussi une façon de sortir, de découvrir le monde, de se retrouver dans des situations originales, enfin inattendues avec eux. C'est ça que moi je trouve super en fait. Et c'est important pour le coup que beaucoup de choses se passent en dehors de l'institution. Ah oui, ouais vraiment. C'est vraiment l'activité, ça ouvre sur l'extérieur. Ça nous permet de les confronter à des situations différentes. Ces structures, elles ont leur routine. Il y a du bon dans la routine, c'est important qu'il y en ait. Mais quand il y a trop de routine, après aussi, surtout ces jeunes avec leurs difficultés, donc on qualifie souvent d'autistiques, enfin, c'est ce monde-là. Ils ont tendance à ritualiser, à vouloir que les choses se répètent de la même façon. Et en même temps, le paradoxe, c'est que dès qu'on les amène dans des environnements complètement nouveaux, ils sont assez ouverts et ils sont capables d'improviser complètement. Ce qui n'est pas forcément l'image qu'on se fait de ces jeunes-là. Bon, est-ce que vous voulez qu'on se mette à jouer là? Parce qu'on a une tournée à préparer.
Je te dis, oh c'est quand il me saoule, claque. Je te dis, c'est pas encore un chiffre lyrique. Mais vraiment un truc, on en a eu encore un exemple aujourd'hui où on ne sait pas trop comment ça va partir et puis à un moment donné il y a une alchimie, il y a un truc, il y a des sons qui se mélangent, des rythmes, il y a un truc c'est assez abstrait donc on part dedans quoi. On imagine des choses, on voit plein de trucs et tout, c'est beau. À la fois ça peut être aussi un petit peu tordu, ça peut vriller un peu les oreilles mais... Pour moi, il y a un parallèle entre la musique et ses textures et les différentes façons d'aborder la sensorialité qu'il y a dans ces musiques expérimentales et les différentes les particularités sensorielles que ont ces jeunes gens également. L'idée, c'est ça qui est aussi un peu l'enjeu avec ces jeunes, c'est qu'ils arrivent à jouer ensemble en fait. Enfin, l'écoute des autres, c'est le nerf du truc. On traînait à Marseille et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait toute une frange de la scène artistique indé qui était super ouverte sur la question de la différence et qui menait plein de petites initiatives comme d'accompagner un peu Robin qui est un petit jeune en situation de handicap qui est un passionné de musique expé plutôt énervé et qui traînait juste dans les concerts avec sa mère et que tous les gars un peu de l'underground marseillais ont un peu pris sous leur aile quoi, pour aider ce petit gars à faire sa musique quoi. J'ai commencé à découvrir la musique expérimentale à partir de tout ce qui est Outtaker, Square Pusher, tout ce qui est IDM expérimental. Et là où c'est devenu un peu plus bruitiste, c'est genre des labels autrichiens comme Mego, tout ça, des trucs des années 2000. Je traîne souvent sur Internet pour chercher des lives de noise américains peu connus du grand public. Genre des vidéos de concerts noise américains genre qui ont fait 20 vues et genre que c'est le seul français qui a vu cette vidéo. Mais je cherche un peu près de tout en dehors de la noise. Je commence à être assez ouvert en culture. J'aime bien
l'improvisation, le fait du partir dans tous les sens. J'aime bien l'énergie que ça dégage, le fait de bidouiller des boutons dans tous les sens, tout ça. J'aimais bien toutes ces structures improvisées. Il se lâchait complètement et genre tout d'un coup tout le monde applaudit. Je sais pas, il y a une énergie dans de la musique expérimentale. Et ça a été dur de convaincre ta maman d'aller dans des concerts de noise, parce qu'elle écoute peut-être pas de noise. Ça va, elle s'habitue. Elle s'habitue. On passe par la scène, les gens viennent par curiosité, peut-être pas toujours de la bonne curiosité. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas espérer que d'un coup, les gens passent du oh le pauvre petit handicapé à waouh putain en fait ce gars-là est un individu, il fait des trucs cool et j'avais jamais envisagé le handicap de cette vision. Je pense, si tu veux, ce qui est paradoxal, c'est que dans la culture musicale de Divo à Jerry Tard à Gogol Premier, les exemples sont tellement infinis de mise en valeur de ce truc comme ça, hyper primal, de la revendication d'un truc, que quand tout d'un coup on leur met des handicapés sur scène, alors là ça va plus. Ils sont perdus là. Il n'y avait plus le droit de déconner, c'est des handicapés, donc tu joues pas avec parce qu'ils n'ont pas conscience du truc, ils sont exploités et c'est le freak show. Le problème, c'est pas le handicapé face aux gens. C'est les gens qui considèrent que le handicapé n'a pas à être face à eux. Pourquoi on a passé ce cap? C'est parce qu'on est au contact de ces gens, qu'on fait l'effort d'aller les voir, d'aller les rencontrer, de les considérer comme des gens normaux. C'est que les gens qui considèrent que c'est gênant de voir des handicapés sur scène, c'est des gens qui considèrent que c'est gênant d'être assis à côté d'un handicapé dans le métro. C'est des gens qui n'ont pas fait le chemin d'ouverture de base que ça implique. Moi, je pense que c'est un cap à passer. Hein. Je pense que une fois quand il y aura 200 groupes, 300 groupes qui font ça, quand ce sera hyper commun qu'il y ait des groupes handicapés partout, il n'y aura plus de discrimination positive. On se dira juste ah, ce groupe-là j'aime bien, ce groupe-là j'aime pas. Personne ne se sentira obligé d'aimer un groupe parce que c'est un groupe handicapé. Je crois que tout le monde fantasme d'aller jouer avec ses tripes. Et en fait, peu de gens le font vraiment. Et s'il y a un truc qu'on peut pas genre voler aux handicapés, c'est que les mecs ils font jamais semblant d'être à fond quoi.